c'est génial. Alors, c'est pas parce que tu n'entends pas le son qu'il ne le passe pas. Ah, j'étais sûr. Et bam! Et Voilà. bim! Et Alors, boum. Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas déjà? Présente-toi, présente-toi. Très bien. Alors moi, je suis Philippe Bunel. J'ai fait pas mal d'émissions web qui s'appellent Cinefuzz et Bacast. Bacast qui était d'ailleurs dans Radio Anime avec Bac Anime, donc des émissions qui présentaient des animés. Puis après, je me suis tourné vers le journalisme, donc papier, puisque j'ai travaillé chez Animeland. Chez Animeland, donc qui est édité par la boîte aussi qui s'appelle Inis Édition, qui a écrit beaucoup, enfin produit beaucoup de livres. J'ai écrit notamment un siècle d'animation japonaise, qui revient sur la totalité de l'animation japonaise, qui est plutôt historique, écrit avec Mathieu Pinon. J'ai écrit plusieurs autres bouquins collectifs avec Inis Édition, des MOOC, des livres. Et maintenant, je suis chroniqueur dans le magazine Animascope qui est sorti l'année dernière, en septembre. Voilà. Oui, donc en octobre 2020, du coup, avec le collectif Clan Egami, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, un collectif de rédacteurs et spécialistes en animation. Vous avez lancé le premier numéro trimestriel Animascope, le magazine d'animation de nouvelle génération. Comment est venue l'idée de ce magazine, au final? Alors, l'idée, elle a germé il y a plusieurs années. Et c'est Steve Nauman, donc, qui était rédac-chef chez Animeland, qui a voulu lancer du coup le magazine là en quittant Animeland. Et bah, on l'a suivi pour plusieurs chroniqueurs d'Animeland et pour créer Animascope, qui était vraiment un projet extrêmement passionnant, puisque c'était un magazine centré sur l'animation à l'international. Donc, on pouvait vraiment s'éclater à parler d'animation, qu'elle soit russe, française, ou alors chinoise ou américaine. Il n'y a plus de barrière du tout. Et surtout, l'intérêt de ce magazine, c'était de mettre l'accent sur les artistes. Donc, d'aller pêcher le plus possible d'interviews, d'alimenter des gros dossiers qui permettent une meilleure immersion pour le lecteur. Et puis, nous, d'aller vraiment à fond, de ne pas être limité par un certain nombre de signes, et du coup de pouvoir vraiment aller dans le fond des choses et avoir un esprit surtout analytique. Bah, y a Guy Polaire qui dit que ça lui manque, Bacast. Oh, merci. Moi aussi, ça me manque beaucoup. Comment s'est passé le lancement, avec le contexte actuel qui est pas forcément évident? Écoute, alors je suis pas au fait de tous les chiffres, mais apparemment ça s'est plutôt bien passé. Je te donnerai pas de chiffres parce que je les connais pas. Mais en tout cas, ils sont plutôt ils nous encouragent vraiment à continuer. L'éditeur qui s'appelle Benoît Maurer, qui est créateur des éditions IMO, vous savez, les mangas d'auteurs, qui est très content du produit. Donc là, on se réinvente toujours d'un magazine à l'autre. Ça qui est intéressant, c'est que du coup, c'est les débuts. On a pas mal d'artistes qui nous suivent, qui nous relaient aussi. Les critiques sont plutôt positifs. Le retour des acheteurs, du moins des lecteurs, sont positifs. Donc pour l'instant, comme on n'a fait que 2 numéros, je ne vais pas te dire si c'est le gros succès ou pas, mais en tout cas, c'est une très bonne lancée. Ouais. Voilà, non, mais c'était vrai, c'est pas évident avec le Covid en ce moment. C'est vrai que la question se posait. Évidemment, quand il y a un nouveau magazine comme ça, moi personnellement, je suis super content parce que ça rajoute quelque chose en plus dans cet univers déjà hyper intéressant. C'est vrai que ça aurait été dommage que c'est un impact négatif en fait du coup. Animascope. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez, si jamais vous n'avez pas les magazines, ou si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas ça chez votre papetier, oui, papetier, je dis papetier, et bien, et que je l'ai grondé d'ailleurs parce que j'ai dit c'est pas normal que tu aies pas ce magazine, et ben vous pouvez le commander sur le site, voilà, qui est dans la description. Hein, je vous invite à y aller faire un tour. Hein, il y a tous les réseaux, tout dans la description. Foncez. Faut se dire aussi qu'on a cette chance, c'est que les kiosques sont ouverts. Oui, c'est ça avait été aussi. comme le premier confinement où tout était fermé, effectivement, le lancement aurait été beaucoup plus compliqué. Le deuxième numéro, donc du coup, est sorti en décembre dernier.
On vient juste de le voir passer. Est-ce que tu as une date pour le prochain numéro? La date exacte, non, mais courant mars. Et par contre, j'ai une petite exclue pour vous. On va faire un gros dossier sur Don Bluth, donc le papa de Anastasia, Brisby, Fievel, voilà. et donc du boudé Titan AE, que moi j'aime bien, mais bon, il faut pas. Moi aussi. Mais alors là, je suis d'accord avec toi. J'adore cet anime. J'adore cet anime. Voilà. Il est vraiment. De temps en temps. Je comprends pas qu'il soit aussi. Comment dire, qu'il soit aussi boudé, chercher le mot, oui, merci. Ouais. Peut-être parce qu'il avait mis plus l'accent sur la technique que le scénario à une époque où les gens voulaient s'évader un petit peu autrement. Je sais pas trop, mais. Je sais pas, moi ça m'a parlé en tout cas. Ouais. J'ai encore revu récemment, ça va, il vieillit bien malgré la 3D. Ouais, tout à fait. Il vieillit très bien. Je vois même pas de malgré. Je l'ai revu aussi récemment, j'ai même montré à ma fille qui a adoré. Et parce qu'il y en a qui me disent. Mais c'est assez impressionnant de voir l'intégration 2D, 3D, ce qu'il a fait à l'époque. Il avait les gros budgets, hein, la Fox. C'est assez impressionnant de voir qu'il y a cette intégration à cette époque, donc il y a plus de 20 ans, alors que maintenant, on n'arrive pas encore à faire aussi bien dans certaines productions. Oui, la création de la planète à la fin. Et je t'avoue que moi, je l'ai revu il y a quoi? Il y a 2 mois à peu près. J'ai absolument pas été choqué. Je me suis même pas posé la question en fait, j'avoue. Ouais. Voilà, j'ai regardé le truc, j'ai apprécié et comme d'habitude. Et puis voilà, je suis pas allé plus loin. Je suis pas allé chercher me dire la 3D moche et tout. À aucun moment je me suis dit ça. Alors après, je suis vraiment un fan du film, donc je suis peut-être pas. Mais au-delà de Titan AE, il y a, c'est Don Bluth, c'est une sorte de grand auteur artiste qui a tendance à un petit peu tomber dans l'oubli parce qu'il ne fait plus grand chose. Dans sa fin de carrière, il est surtout professeur. Mais il faut se dire que c'est quand même celui qui a fait trembler Disney. Quand il est parti à la fin des années 70, début 80, qui a créé Brisby, qui a créé Fievel, qui a créé le Petit Dinosaure. Oui, Anastasia plus tard. Voilà, il a fait des sagas de films. Il a même fait des jeux vidéo, hein. Dragon Lair. Oui, Dragon Lair, ça. On se souvient tous et on a tous pleuré devant le random de la situation. Et voilà, donc c'était quand même, c'est un génie. C'est vraiment un génie de l'animation, de la mise en scène, production aussi. C'est vraiment Roxy un homme qu'il faut pas oublier. Alors, il a travaillé sur Roxy Rookie. D'ailleurs, l'un de ses derniers Disney. Il a travaillé sur Taram, je me rappelle plus. Taram, bah si, c'est son style graphique. Je me rappelle pas qu'il ait travaillé sur Taram, mais peut-être. Pas dessus, moi. Attends, Taram. Je peux pas te dire. Ouais, pour moi, il était déjà parti à ce moment-là. Oui, parce que Taram, c'est 85, il me semble. Et 84. 84. Il était déjà parti, effectivement. Ouais. Roxy Rookie, je crois que c'est l'un de ses derniers projets avec Disney. Ouais, c'est vrai, c'est pas lui. Non, ça lui fait penser, mais ouais. Ah oui, par contre, ça, je suis d'accord avec Yota. Oui, ça fait. Oui, parce qu'on est dans une ère un petit peu obscure dans Disney. Oui. Où Disney était un peu perdu, il se cherchait. C'est un âge un petit peu compliqué que Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, tout ça, ils ont relevé le niveau, ils ont créé un autre âge bien plus classe. Ouais. Il y a Frédéric Thomé là, qui nous pose une petite question qui est, ma foi, très intéressante. Est-ce que c'est pas trop risqué en 2021 de faire un magazine papier face à l'immédiateté des infos Internet, parfois peut-être des dossiers très complets sur des sites? Bah oui, alors si on part sur les risques, effectivement, on fait plus jamais rien. Donc on essaye. Exactement, je suis d'accord là-dessus. Oui. Mais j'ai bien envie de dire que on n'est pas au fait de l'actualité. Maintenant, les magazines papier, on va dire, les magazines qui sont surtout trimestriels ne vont pas chercher la petite dernière news qui va bien entendu tomber sur tous les sites bien plus rapidement que l'impression oblige d'un magazine. Mais par contre, pour les dossiers, je suis pas d'accord parce que là, tu es sûr en achetant que c'est des professionnels qui ont des contacts avec justement les créateurs, les animateurs, qui arrivent à avoir cette légitimité du coup et à créer des dossiers les plus complets possibles, qui bien entendu travaillent avec un rédacteur en chef. Donc voilà, il y a vraiment un travail d'équipe, la passion aussi, bien entendu. Donc je pense que c'est une autre lecture plutôt que la lecture web. Je dis pas que les dossiers web sont nuls, pas complets, hein, non, c'est une autre lecture. Puis voilà, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis un autre truc aussi, c'est pas la même saveur. Je veux dire, un site internet, tu vas le regarder sur ton écran, du jour au lendemain, ça peut disparaître, ça peut, voilà, ta page, ton site, il suffit que quelqu'un décide d'arrêter
et le truc, voilà, il peut disparaître. Un magazine, tu l'as acheté, tu l'as, il reste dans ta bibliothèque. Ça se lit différemment, ça se lit et puis ça se lit différemment, voilà. Tu es dans ton ordinateur à regarder ton site, devant ton site, là, ton magazine, tu peux être dans un fauteuil, alors lire plus. Voilà. C'est pas pareil, c'est pas le même format, c'est pas la même façon d'adhérer à de l'information. Et l'expérience, on la veut différente dans la mesure où on essaye de mettre des images de production, pas forcément du screenshot. On demande aux créateurs, quand on fait un dossier ou une interview, d'avoir des images un petit peu exclusives. Et ça, c'est aussi une plus-value. Il y a Anthony, voilà, qui dit: j'ai jamais lu de dossier aussi bien détaillé que dans ce magazine. Voilà. Merci. Animé HD, donc qui du coup. Et il rajoute: avez-vous une place pour moi dans le magazine pour parler des DVD et des Blu-ray? C'est ça, non? Non, il n'a pas dit ça, mais bon. Mais merci de me couper. Encore une fois, on va le foutre au bûcher, le Yota. C'est gratuit. Dire, voilà, donc il était aussi un partenaire, lien dans la description, bien évidemment. Il parle de DVD et non, enfin pas de DVD, il parle de Blu-ray. De Blu-ray. De Blu-ray, ne parle pas de DVD. HD. Voilà, c'est HD seulement. Est-ce que vous prévoyez des numéros spéciaux pour le magazine On prévoit, en fait, comme tu imagines bien, les idées, elles germent de toutes parts. On prévoit des hors-séries, bien entendu. Avec le clan Agami, on prévoit de se lancer dans l'écriture de livres. Voilà, pour l'instant, rien n'est lancé, mais tout est en train de germer progressivement. Donc là, on vous tiendra au courant très vite. Voilà. Bientôt le printemps. Bien, comme je disais, de toute façon, tous les liens sont dans les descriptions. Foncez, abonnez-vous aux pages, etc. Comme ça, vous serez tout de suite au courant. Et puis, bien sûr, nous, on relira les informations. Tu parlais de livres, justement. En plus de ta casquette de journaliste, tu es aussi co-auteur de 2 livres. Celui sur Un siècle d'animation en 2017 et Hayao Miyazaki, Nuances d'une œuvre en 2018. Actuellement, est-ce que tu travailles sur un nouveau livre autour de la pop culture? Alors, pour Hayao Miyazaki, donc c'est sorti chez Les Moutons Électriques. C'est en fait un collectif. Donc oui, co-auteur, mais parmi plusieurs textes. Donc ça, c'est des essais. Oui, là, je travaille sur, encore pour Les Moutons Électriques, sur un autre essai. Encore un truc qui m'a coupé énormément de temps de vie. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que je le dis? Bon, au pire, ils en sont rien. En fait, c'est sur les super-héros. Et donc, là, les comics. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un carcan sur les comics d'auteurs, donc hors DC, Marvel, tout ça. Donc voilà, j'ai fait un très très gros essai et j'ai hâte que le bouquin sorte. Il devait sortir l'année dernière, mais Covid oblige, il va sortir prochainement, on espère. Ils essayeront de faire un financement participatif, ce qui est une très bonne idée. Oui. Voilà. Du coup, puis sur d'autres bouquins dont je ne peux pas parler parce que l'éditeur n'a pas lancé le sujet. Voilà. Mais il y a des livres qui arrivent. Il y a des livres qui arrivent. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Et pour la dernière question, du coup, on a l'habitude de poser une question terrible qui crée des cauchemars chez nos invités. Ils n'en dorment plus. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton anime préféré? Non, je ne peux pas, mais je vais quand même le faire. C'est pas possible, voyons. Je sais pas, c'est soit le cœur qui parle, soit la tête. Tu peux en dire plusieurs, hein, t'inquiète pas. Ça, on n'est pas regardant. Non, je vais dire Évangélion. Évangélion, c'est un très bon choix. Qu'on n'a pas souvent d'ailleurs, on n'a même jamais eu Évangélion. Là, c'est le cœur ou c'est la tête qui parle? Là, c'est la tête. Et si c'est le cœur qui parle? Ouais. Ça, c'est intéressant. Je vais te dire un truc que tu vas pas connaître. C'est Dragon Ball. Ah ouais, non, on voit oui, c'est assez obscur comme série, ça. Ouais, voilà. Je connais pas, c'est quoi? C'est mal dessiné, hein. C'est pas. Non, je sais plus l'auteur d'ailleurs. Heureusement qu'ils ont fait Dragon Ball Super pour rehausser le niveau parce que. Ouais. Et voilà la vanne. Moi, le plus beau, c'est l'épisode 4 de Dragon Ball Super qui est magnifique. Hein. C'est jamais vu ça encore. Ah, quand il se met en Saiyan 3? Voilà. Il se bat sur la planète? Ouais. Oui. C'est impressionnant. Ouais.
Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotak. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.